Amis de la Résistance française et de la réaction républicaine, bonjour. Nous, Français de sang, nous sommes des Indo-Européens. Il faut prendre la mesure de cette vérité essentielle. Les Indo-Européens sont une famille de peuples qui ont une origine commune et qui sont apparentés par la langue, par la culture et par la race. Le domaine de cette famille de peuples a connu une immense extension au cours des âges. Aujourd'hui, il occupe la moitié du monde. La moitié de l'Ancien Monde et presque tout le Nouveau Monde. Si l'on va dans l'Ancien Monde, l'Eurasie, d'ouest en est, on peut citer 9 groupes ou sous-familles de langues indo-européennes. Les langues germaniques, celtiques, romanes, slaves, baltes, albanaises, grecques, arméniennes, indo-iraniennes. Il faut également signaler qu'il y a eu 2 groupes ou sous-familles qui ont disparu. D'abord le hittite qui a commencé en Anatolie, c'est-à-dire en Asie mineure, aujourd'hui la République ottomane de Turquie, capitale Ankara, et qui a donc disparu sous le coup des invasions ultérieures. Et puis le tokarien, qui était dans le Xinjiang, aujourd'hui province de Chine. Les peuples indo-européens, donc, ont, après les grandes découvertes du XVe siècle, Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, vous le savez, ont occupé pratiquement tout le Nouveau Monde, enfin tout le Nouveau Monde même, qui est encore presque entièrement indo-européen. Et de plus, en Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et on peut aussi compter dans le monde indo-européen la Nouvelle-Calédonie qui est française, et peuplée en partie de Français. Alors, ce monde indo-européen a quand même reculé en partie sous le coup des invasions turques. Il y a aujourd'hui dans le monde 6 pays turcs, de langue turque ou turcique. Donc la République ottomane, on l'a dit, et dans le Proche-Orient également, l'Azerbaïdjan, et puis en Asie centrale, 4 États, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan. Tous ces pays occupent aujourd'hui des régions occupées autrefois, peuplées autrefois, par des Indo-Européens. C'est dire que dans l'histoire, s'il y a des ennemis héréditaires des Indo-Européens, ce sont bien les Turcs. Depuis 451 après Jésus-Christ, lorsque Aëtius a arrêté Attila, les Huns d'Attila, au champ catalonique près de Troyes, jusqu'en 1683, lorsque le grand général turc-ottoman Mustapha a été arrêté à Vienne, les Turcs et leurs cousins, les Mongols, ont déferlé sur toute l'Eurasie, et en particulier sur l'Europe, par vagues successives. Alors, il y a eu donc les Huns, mais aussi ensuite les Avars, les Bulgares, les Petchenegs, les Kiptchaks, les Tatars, les Kazakhs et les Khazars. Alors, les Khazars sont intéressants puisqu'ils se sont convertis au judaïsme et que, repoussés vers l'ouest par les invasions mongoles au XIIIe siècle, ils sont à l'origine des Juifs ashkénazes. Les Bulgares, évidemment, ont donné leur nom à la Bulgarie, se sont fondus dans la population slave, et les Kazakhs ont donné leur nom aux fameux Cosaques d'Ukraine. Aujourd'hui, donc, presque toute l'Europe est indo-européenne. Il n'y a que 5 exceptions, 5 pays qui font exception. Alors, 3 pays qui parlent des langues ouraliennes, plus précisément finno-ougriennes, qui sont la Finlande, l'Estonie et la Hongrie, la petite île de Malte, qui est catholique, mais qui parle l'arabe, enfin une forme d'arabe, langue sémitique donc. Et puis bien sûr, la petite
Turquie d'Europe, autour ou à côté d'Istanbul, anciennement Constantinople, anciennement Byzance. En Asie, toute la Sibérie, avec des minorités évidemment considérables, turques, mongoles, ouraliennes et russes maintenant. Et au sud, l'Iran, le pays de l'Iran, plus le Tadjikistan et le Pakistan et l'Afghanistan. Et d'ailleurs, j'ai dit le Pakistan, mais c'est tout le sous-continent indien, sauf le Bhoutan qui est un Indo-européen. Ce qui vient qu'aujourd'hui, si on le regarde l'ancien monde, le monde indo-européen est constitué de deux nappes continues, d'un seul tenant. Donc d'une part, celle qui va de la Bretagne au Kamtchatka, de l'Atlantique à l'océan Pacifique, et d'autre part, celle qui va de l'Arménie au Bengale. On peut ajouter, pour être tout à fait précis et complet, la petite Ossétie, du sud et du nord d'ailleurs, qui est noyée dans des populations caucasiennes. Ces deux nappes sont séparées par des populations caucasiennes turques dans le Proche-Orient, dans le Caucase et en Asie mineure. D'ailleurs, il faut bien comprendre, je parlais tout à l'heure des Turcs, mais que le populicide arménien de 1915, je préfère ce terme de populicide à celui de génocide, qui est moins français, a été le dernier d'une longue série. Les Turcs partis il y a 2000 ans, au début de l'ère chrétienne, d'une région située au sud de la Sibérie, ont progressé vers l'ouest, en se mélangeant avec les populations, qu'ils exterminaient en partie, mais qu'ils absorbaient pour l'autre partie. C'est bien qu'aujourd'hui, les Turcs d'Anatolie ne sont mongoloïdes que pour 20%, et caucasoïdes pour 80%. La terminologie mérite d'être précisée, parce que j'ai employé le terme convenu d'indo-européen, qui est le terme convenu chez les linguistes. Pour les linguistes, évidemment, ce terme ne soulève pas de difficulté, puisque ce sont des spécialistes qui savent de quoi ils parlent. Mais pour les non-spécialistes, le terme indo-européen, qu'il soit adjectif ou substantif, peut créer la confusion. D'abord parce que tous les Européens ne sont pas indo-européens, ce n'est pas le cas des Hongrois, par exemple, et parce que tous les Indiens ne sont pas indo-européens, ce n'est pas le cas des Dravidiens du Sud, et puis aussi parce qu'il y a des Indo-Européens qui ne sont ni Indiens ni Européens, ce sont les Arméniens et les Iraniens. Donc il vaut mieux employer le terme d'Arya que les Indo-Iraniens s'appliquaient à eux-mêmes. Iran, le nom du pays aujourd'hui, autrefois on disait la Perse, mais Iran vient du mot Ariamen, qui en avestique, la langue de l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, signifie le pays des Aryas, le pays des Aryas. Donc on peut appliquer le terme d'Arya à l'ensemble de la famille indo-européenne par synecdoque. La synecdoque, c'est une figure qui permet d'appeler la partie par le tout ou le tout par la partie. Or, la synecdoque, c'est extrêmement courant en histoire. Les Français s'appellent Français à partir du nom des Francs, qui était pourtant qu'une partie de la population. Et de même, en langue française, on dit les Allemands à partir des Alamans, qui pourtant n'étaient qu'une partie des futurs Allemands. Donc il n'y a aucun obstacle à appliquer ce terme d'Arya à l'ensemble des Indo-Européens. C'est ce que je propose. Je préfère celui-ci au terme arien, pas tellement parce que le terme arien a été employé par des auteurs controversés, mais surtout à cause du calembour que j'ai déjà entendu, un bon arien. Et aria, en revanche, c'est un terme qui a été employé expressément par les anciens indo-iraniens. D'autre part, il est d'autant plus défendable qu'il est probablement celui qu'utilisaient les premiers Indo-Européens, le peuple indo-européen indivi, qui vivait il y a plus de 5000 ans, quelque part donc dans les plaines de Russie, et
Et on le retrouve dans le nom de l'Irlande, Air, I-R-E, en gaélique, ou Ireland, land veut dire la terre, mais I, c'est la traduction anglaise du mot gaélique. Et il est probable d'ailleurs que, il est possible en tout cas, les linguistes ne sont pas toujours d'accord, que le terme Aristos, qui vient de Ari, soit aussi apparenté au mot aria. Et après tout, il a donné le mot aristocrate et on peut soutenir que les anciens arias étaient l'aristocratie du genre humain. Donc je propose d'utiliser de préférence, ou alternativement, le mot aria, plutôt que celui d'Indo-Européen qui est plus long et plus ambigu. Alors on peut se demander à ce moment-là, qui est aria ? Quels sont les Indo-Européens et ceux qui ne le sont pas ? Là, le critère linguistique est décisif, mais pas suffisant. Les Basques, par exemple, que j'ai oublié de mentionner, mais qui sont des Français ou des Espagnols qui parlent les langues non indo-européennes, ne sont pas donc des arias. Mais le critère linguistique, disais-je, ne suffit pas parce que pour qu'on puisse être considéré comme un aria, il faut appartenir à une ethnie aria, c'est-à-dire une ethnie qui provient par une filiation généalogique continue des premiers Indo-Européens. Et c'est ainsi en particulier qu'en Inde, où on parle des langues indo-arias dans tout le nord de l'Inde et même dans le centre, seuls peuvent être considérés comme des arias les membres des 3 castes supérieures, les brahmanes, les kshatriyas et les vaishyas, qui se considèrent eux-mêmes comme des arias, alors que les autres, qui descendent des populations conquises, ne le sont pas. Et en particulier, les Romanichels qui viennent de l'Inde, qui étaient non pas des membres des castes supérieures, mais des Chandalas, des hors-castes, ne sont pas des arias, bien que leur langue, le romani, soit une langue indo-européenne. Alors, on peut continuer et bien préciser que, en particulier, les Juifs ne sont pas des arias, puisqu'ils descendent pour partie des Turcs khazars, pour partie de Berbères judaïsés au 5e siècle, et qu'ils ne descendent pas des Sémites, mais peu importe. En tout cas, ils n'ont pas des origines indo-européennes. Mais en général, d'ailleurs, les immigrés qui sont en France, qui sont venus d'Asie et d'Afrique depuis quelques dizaines d'années et par millions, ne sont pas des arias, sauf exception. Les exceptions concernent les Arméniens, les Iraniens ou les Indiens des castes supérieures. Alors, il faut se demander dans quelle mesure notre pays, la France, est indo-européen. Eh bien, il l'est complètement, parce que la France est issue d'un synécisme celto-romano-germanique. Sont d'abord arrivés les Gaulois, qui étaient des Celtes. D'ailleurs, les termes Gaulois et Celtes étaient à l'origine équivalents. Celte, ça vient de Keltoi en grec, Gaulois de Gallie en romain, et c'est ultérieurement qu'on a spécialisé les deux mots en considérant que seuls les Celtes du continent devaient mériter le nom de Gaulois. Donc les Gaulois étaient des Indo-Européens, les Arias, les Romains aussi, bien sûr, ils appartenaient à la branche italique, et les Francs étaient des Germains, comme les Burgondes, qui ont donné leur nom à la Bourgogne, étaient aussi des Arias. Donc la France, je le répète, est issue d'un synécisme celto-romano-germanique, elle est donc de tradition et d'origine indo-européenne. J'ajoute que la synthèse qui s'est faite entre les Gaulois et les Romains, après une cruelle conquête d'ailleurs, faite par Jules César, qui a exterminé 1 million de Gaulois, et qui a abouti au peuple gallo-romain, s'est fait non pas dans la douceur, mais dans la douleur, mais c'est fait quand même bien dans la longue période, parce qu'il y avait des affinités profondes entre les langues et les cultures, donc, des Gaulois et des Romains. Il y a en effet un super groupe italo-celtique, le Gaulois et la langue gauloise et la langue latine parlée par les Romains étaient très proches. Le français est dit langue romane parce qu'il est issu du latin, qui était la langue parlée par les Romains. Voilà pourquoi nous sommes des arias.
Alors, il convient maintenant de se demander d'où viennent, justement, les Aryas, avant qu'ils aient conquis la moitié du monde. Eh bien, on a longtemps discuté de la question, on a évoqué les théories les plus extravagantes, pourtant on connaissait la vérité depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle, ou plutôt la fin du XIXe, grâce à Otto Schrader et Gustav Kossinat, deux grands savants allemands. Alors on sait maintenant, parce que la paléogénétique a confirmé leur thèse en faisant justice de toutes sortes de théories extravagantes, que les Aryas viennent de deux cultures archéologiques. Alors il faut savoir, ne soyez pas effarouchés, que les archéologues qui n'ont pas de source écrite donnent des noms un peu bizarres aux cultures qu'ils découvrent et dont ils ne possèdent que des vestiges, par exemple de la céramique. Et donc les deux sources de ces Indo-Européens actuels, c'est d'une part la culture dite de Yamnaya, Yamnaya étant un mot russe qui veut dire tumulus, parce que les Aryans de cette culture archéologique enterraient leurs morts dans des tumulus, et d'une part, et la culture de la céramique cordée et des haches de combat. La première, Yamnaya, occupait les plaines au nord de la mer Noire, vers 3000 avant Jésus-Christ, et à la même époque, la culture de la céramique cordée occupait les plaines au sud de la Baltique. Alors on a voulu croire que l'une dérivait de l'autre parce que la paléogénétique nous apprend que le fond génétique est commun à 75%. Mais c'est impossible parce que l'aplogroupe paternel n'est pas le même dans les deux cultures, dans les deux populations. Les Yamnaya avaient l'aplogroupe paternel, celui qui est porté par le chromosome Y, R1b, et les autres, la céramique cordée, les gens de la céramique cordée avaient le chromosome R1a. Alors on sait maintenant, après des découvertes récentes, qui remontent à 1977, donc c'est très très récent, que Marien Ghyn-Boutas, grande archéologue lituanienne, avait raison de situer dans le bassin de la Volga étant le grand fleuve russe qui se jette dans la mer Caspienne, l'origine la plus lointaine des Aryas. C'est la culture de Khvalynsk, donc qu'on a découvert récemment, qui est donc l'origine des deux cultures précédentes que j'ai citées précédemment. Elle a continué sur place dans la culture des Yamnaya en s'étendant vers l'ouest, et une partie de ses membres sont allés fonder la culture de la céramique cordée. Mais il est intéressant de savoir que avant cela, Khvalynsk, ça se termine en 3500 avant Jésus-Christ, hein, mais avant cela, bien avant cela, les Aryas avaient un habitat circumpolaire. Alors cette thèse a été soutenue à la fin du XIXe siècle par un savant allemand nommé Ernst Ludwig Krause, et au début du XXe par un Indien nommé Tilak, et elle a été ensuite confirmée, développée, affinée par le grand savant français Jean Audry. Donc les traditions des Baltes, d'une part, des Aryas de l'Inde, d'autre part, donc deux sources complètement indépendantes, montrent qu'il y avait, à l'origine, un habitat circumpolaire. Et c'est ce qui explique, apparemment, l'apparition du type nordique. On sait maintenant que le type nordique est caractéristique des premiers Aryas. Alors le grand archéologue Gordon Childe, qui avait des défauts politiques puisqu'il était marxiste, mais qui était un grand archéologue, décrivait ainsi les hommes dont il avait étudié les restes dans les sépultures de Yamnaya comme étant de grande taille, dolichocéphales, leptorhiniens et orthognates. Alors ces termes savants signifient dolichocéphale, ça signifie qu'on a le crâne allongé par opposition à brachycéphale, crâne rond,
Leptorinien, qu'on a le nez long et mince par opposition à platyrinien, nez large et court. Et orthognate, qu'on a le profil rectiligne par opposition à prognate, menton en avant. Et donc, selon toute apparence, ce type nordique allait de pair avec le blondisme, avec ces 3 caractères qui sont les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau claire. Ces 3 caractères sont liés, mais en partie seulement. La détermination génétique est complexe, mais il y a en partie un lien génétique entre ces 3 caractères, ce qui fait que souvent on a les 3 éléments réunis, cheveux blonds, yeux bleus, peau claire. Ce sont des caractères qu'on peut appeler néothéniques. Alors, la néothénie est un terme qui vient de Louis Bolk, un savant qui a montré que l'espèce humaine s'était formée par conservation à l'âge adulte des caractéristiques du fœtus ou de l'enfance. Et la néothénie, donc, qui a été ensuite étudiée par Konrad Lorenz, se traduit non seulement dans le physique, mais aussi dans le mental. C'est la néothénie qui explique que l'homme conserve à l'âge adulte le goût du jeu. Et le fait que les Nordiques aient un caractère néothénique plus accentué que les autres types raciaux explique en grande partie leur génie, le fait qu'ils aient eu envie de découvrir le monde et de découvrir la science. Les premiers Aryas étaient bien sûr de race caucasoïde, et donc ils appartenaient à la sous-race nordique de la race caucasoïde. Mais bien, au cours de leur expansion, ils se sont fortement mélangés avec beaucoup d'autres populations, et même avec des populations non caucasoïdes. Les Russes sont en partie mélangés, métissés même, de populations mongoloïdes, ouraliennes à l'origine, ou turques. Et les Indo-Aryas se sont mélangés avec des populations qui n'étaient pas toujours caucasoïdes, bien que les castes supérieures soient restées presque intactes. Au-delà de la race, il y a la tradition qui nous vient du fond des âges. La notion de tradition indo-européenne a été énoncée par Jean Audry, encore lui, et il la définissait comme ce qui nous venait des premiers Aryas. Pour ma part, je souhaite l'élargir pour appeler tradition européenne non seulement ce qui vient des premiers Aryas, mais ce qui vient des peuples plus récents qui ont innové. Les Grecs, bien sûr, mais aussi les Iraniens ou les Indiens. Et donc la tradition indo-européenne ainsi élargie représente une grande partie, sinon l'essentiel, de notre identité culturelle française et notre identité culturelle occidentale. La tradition ainsi analysée comporte en particulier ce que Georges Dumézil a découvert en 1938, qu'il a appelé l'idéologie tripartite des Indo-Européens, qu'on peut aussi appeler le modèle des 3 fonctions. Alors pour nos ancêtres, la société, et le monde en général d'ailleurs, est organisé selon 3 fonctions hiérarchisées. La fonction souveraine, la fonction guerrière et la fonction productive et reproductive. La fonction souveraine d'ailleurs est elle-même divisée en 2 pôles antagonistes, 2 pôles complémentaires plutôt, qui peuvent être antagonistes mais qui sont fondamentalement complémentaires, le pôle royal et le pôle sacerdotal. Et cette division se retrouve dans les 3 castes supérieures de l'Inde, les brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, les guerriers, et les vaishyas, commerçants et paysans, et on la retrouve dans la société médiévale, avec la division entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, sachant que le roi lui-même, qui vient de la noblesse,
représente le pôle royal de la première fonction. Alors, cette tradition n'est pas la seule chose qui nous soit venue des anciens Aryas. Il y avait aussi une division moins originale, en 4 cercles d'appartenance sociale. La famille, bien sûr, famille patrilinéaire, le nom était transmis par le père, ou la tradition était transmise par le père. Le clan, ou le lignage plutôt, la tribu, division du peuple, et le peuple. Rien au-dessus du peuple. Donc l'empire n'est pas dans la tradition Arya. Ce qu'il reste de ces traditions n'est pas négligeable. La révolution de 1789 a voulu faire table rase des traditions, mais elle n'y est pas parvenue. Et bien qu'on ait aboli les privilèges, qu'il n'y ait plus de cloison étanche entre les 3 ordres, on peut dire qu'au moins jusqu'à la révolution cosmopolite de 1968, la hiérarchie des fonctions était préservée. Il y avait l'État, il y avait ceux qui portent ou qui portaient la robe, la toge, la soutane, c'est-à-dire les magistrats, les prêtres, les professeurs, l'université, l'Église et la justice. Il y avait ensuite, bien sûr, l'armée, qui était la grande muette, mais qui était prestigieuse. Et puis, évidemment, la masse immense des activités économiques et sociales, et la famille elle-même. Pour ce qui est des 4 cercles d'appartenance sociale, ils n'ont pas totalement disparu, puisqu'on peut dire que l'appartenance à la région est en quelque sorte la continuation de ce qu'on appelait autrefois la tribu. Bien qu'évidemment, en France, à cause de la centralisation, seuls ceux qui ne sont pas dans la région parisienne ont vraiment une identité provinciale ou régionale. L'héritage, donc, qui nous est parvenu de cette riche tradition indo-européenne est toujours là, et il nous reste à le faire fructifier. Les découvertes sensationnelles des études indo-européennes nous mettent en possession de notre passé. Or, une identité est d'autant plus forte qu'elle prend conscience des origines. Et il nous reste à nous, Français, fiers de notre patrie, d'être à la mesure de cet héritage si riche, si puissant, qui nous vient de nos ancêtres ariens, et de le faire fructifier pour l'avenir. Je vous remercie.